Nous entendons donc pour notre deuxième conférence thématique le général Christian Blanchon, membre du pôle d'expertise des Patriotes et des Patriotes, naturellement, qui va nous parler ce soir de la défense nationale, après avoir accepté l'intitulé que nous lui avions proposé pour cette conférence, qui est donc pour l'indépendance de la France, virgule, la défense nationale. Merci Alain. Donc je suis ravi de pouvoir m'exprimer ce soir devant autant de monde. Bien entendu, la cible de cette information, hein, c'est une information, conférence, c'est un peu pompeux sur ce que je vais dire, mais sur l'information que je vais pouvoir délivrer, le but, l'objectif que je me suis fixé, c'est de donner des bases raisonnables aux référents, aux adhérents, pour qu'ils puissent intervenir sur les sujets de défense nationale et particulièrement sur la politique qui est suivie par notre mouvement, les Patriotes. Donc, indépendance de la France, puisque tel est le sujet, c'est bien évidemment un très vaste sujet que, heureusement, on va limiter à la défense. Je veux d'emblée dire que la France reste la 5e puissance économique mondiale. Elle est maintenant la 7e puissance militaire, mais elle est probablement à un tournant de son histoire. Alors qu'elle est toujours considérée comme une puissance qui est majeure sur la scène internationale, elle semble de plus en plus être en perte de vitesse face à des pays qui émergent. Je citerai l'Inde, je citerai le Brésil, on peut citer le Japon, bien entendu. Alors, l'idée maîtresse, le fil rouge qui va être le mien et qui va me guider pendant ces quelques minutes d'intervention, c'est de dire que la décennie qui vient, particulièrement le prochain quinquennat, ça va être décisif pour la France et pour les orientations que notre pays va prendre. Ça va contribuer, je l'espère, à l'affirmation de sa puissance et particulièrement à notre capacité à être indépendant. Alors, pour briefer un petit peu tout le monde, j'utiliserai un plan conventionnel en 3 parties. Je parlerai des atouts, des forces dont dispose la France avec particulièrement sa défense. Dans un deuxième temps, j'évoquerai bien entendu les faiblesses qui persistent, qui inquiètent et qu'on espère qu'elles ne perdureront pas. Et puis, sur une note un peu plus optimiste, en 3e partie, on évoquera le futur à construire et sans plagier Florian, je dirais en sortir pour s'en sortir. Quand j'aurai terminé sur ces 3 points-là, je ferai 2 focus parce que je pense qu'il est important dans le monde politique d'aujourd'hui et dans la politique qui est suivie par les Patriotes. Je ferai 2 focus. Le premier, ce sera sur l'OTAN, la position de la France. Qu'est-ce que doit être la position de la France par rapport à l'OTAN? Et le deuxième focus, ce sera bien entendu l'Europe de la défense. Voilà. Alors bien évidemment, les sujets pourraient être multiples et variés. On pourra sans doute, durant la période de questions-réponses, les aborder. D'emblée, je dis, je prendrai toutes les questions. N'y voyez pas malice si je n'y réponds pas totalement. Je ne suis pas la science infuse, mais je garantis que dans les minutes ou les heures qui suivent, je fournirai à Alain les réponses aux questions qui n'auront pas eu de solution immédiate. Alors, les atouts, avant d'aborder les atouts, quand même, il faut reposer un peu la question de qu'est-ce que la défense en France. Aujourd'hui, le premier rôle de l'armée française, c'est de défendre le territoire national. J'entends par territoire national la métropole, bien évidemment, mais aussi tous les outre-mer. Ça a son importance et on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs. C'est aussi de protéger les intérêts de la France et de ses alliés dans le monde et d'intervenir partout dans le monde pour maintenir la paix. Elle combat ainsi donc les menaces de sécurité qu'on peut
décliné comme suit: la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, que ce soit sur le territoire français ou que ce soit sur les théâtres d'opération comme le Mali, les risques technologiques naturels, la Céveso. J'étais colonel, commandant un régiment parachutiste à Toulouse. J'ai pas mis la vidéo. Quand, si vous parlez en même temps que moi, ça va être compliqué. On vous a demandé de couper le micro, madame. Donc, les risques technologiques et naturels. J'étais à Toulouse quand et le problème de l'usine chimique qui a explosé. Les cyberattaques qui sont maintenant, je dirais, quotidiennes. Le crime organisé. Et puis, bien évidemment, le risque de pandémie. Voilà ce que fait la défense française. Alors, tout ça, c'est décrit dans deux documents majeurs que je vous conseille de lire. Ça se trouve très facilement sur Internet en mode PDF. Le premier de ces documents, c'est le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, qui a été, le dernier étant celui de 2013. Et ce livre blanc de la défense a été précisé en 2017 par une revue stratégique de défense. Voilà. Alors, ça, je vous invite, particulièrement pour les référents ou ceux qui ont des intérêts particuliers pour les choses de défense nationale, etc., d'aller grenouiller sur ces deux documents parce que tout y est parfaitement bien expliqué. Ça expose les risques, les menaces auxquelles la France peut être exposée. Ça décline aussi les moyens financiers, ça décline les moyens matériels, ça décline les moyens humains qui seront allotis à la défense pour les budgets qui sont annuels. Deuxième point sur lequel je veux mettre une petite approche, c'est quelques chiffres. Il faut avoir quelques chiffres quand on parle des armées françaises. Les armées françaises, c'est 270 000 hommes, hommes et femmes, et Yel, si vous voulez. 270 000 personnes, c'est 75% militaires et 25% du personnel civil de la défense. Il y a 25% de personnel civil qui servent dans les forces armées. 270 000 personnes actives, 40 000 réservistes. 40 000 réservistes. Donc, ça fait une force globale, si on motive tout le monde, de pratiquement 300 000 hommes. Retenez ce chiffre, 300 000 hommes payés, budgétisés par le ministère de la Défense, le ministère des Armées. Autre chiffre à retenir, qui n'est pas innocent, sachez que tous les jours, il y a 30 000 hommes qui sont engagés en permanence. 30 000 hommes. Sur le territoire national, vous les voyez dans les gares, vous les voyez dans les aéroports, c'est Vigipirate, c'est Sentinelle. En opération extérieure, au Mali par exemple, l'ONU, l'OTAN bien évidemment, les forces de présence dans nos dom-tom, etc., et les forces de souveraineté, les pays avec lesquels on a des accords de défense, par exemple le Sénégal, par exemple la Côte d'Ivoire où j'étais il y a encore pas très longtemps. Encore des chiffres pour bien vous fixer quand même quand on parle de l'armée française, des armées et d'une certaine puissance. En termes d'équipement, actuellement, c'est des chiffres qui sont globaux, l'armée de terre dispose de 200 chars lourds, les chars Leclerc, dont sans doute vous avez entendu parler, 120 pièces d'artillerie lourde et 270 hélicoptères de manœuvre, voilà, de manœuvre et de combat. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres un peu à retenir. S'agissant de la marine, on a un porte-avions, on pourra en reparler, du porte-avions, le Charles de Gaulle. On a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et on a 5 sous-marins nucléaires d'attaque. La marine dispose aussi de 40 avions Rafale qui sont sur le porte-avions. L'armée de l'air, enfin, elle a une capacité d'aligner 200 avions de combat, principalement une centaine de Rafales, 80 avions de transport et bien entendu aussi des hélicoptères de manœuvre. Quand je dis l'armée française, c'est dans la qualité, dans les forces dont la France dispose. Si on ne parle que des chars, des avions et des bateaux, c'est une chose. Un des points importants à retenir au sein des armées françaises,
c'est un système logistique qui est complet. Et ça, c'est une rareté. Il y a très peu de pays sur la planète, et c'est ce qui fait la différence, qui disposent d'un système logistique complet. Qu'est-ce que ça veut dire, système logistique complet? Ça veut dire un service de santé. On en a entendu parler au début de l'épidémie, quand on a mis quelques lits, etc. Mais un service de santé qui est des armées qui est complet, ça veut dire que ce service de santé, il est fabriqué, il est organisé pour soutenir les armées françaises sur les théâtres d'opération. Alors, on a dévoyé un peu l'autre fois la manœuvre en mettant un hôpital de manœuvre à Colmar, mais fondamentalement, le rôle du service de santé des armées, c'est de soutenir les forces armées. Et ça, on en dispose, et c'est une force exceptionnelle. J'étais au Kosovo il y a encore quelques années. Seuls les Américains, seuls les Français disposent de cette capacité à avoir des hélicoptères qui évacuent des gens qui sont blessés au contact, qui les ramènent en arrière pour que les gens soient traités, soignés, guéris et ensuite évacués sur la métropole. On a un système d'infrastructure, on a un système cyber, on a un système des essences. Je refais le focus sur le Kosovo. Le système des essences, le service des essences des armées françaises, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est lui qui chapeautait la totalité du dispositif des essences au Kosovo pour les Américains, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, pour toutes les forces. C'est les essences de l'armée française qui s'occupait de tout le ravitaillement de tous ces systèmes. Voilà. J'insiste lourdement sur la logistique parce que peut-être qu'on y reviendra, mais c'est une force, mais ça peut devenir tout doucement une faiblesse. Malheureusement, c'est là-dessus que Sarkozy a tapé quand il était président de la République, sur le service de santé, sur les essences, etc. Et c'est ce qui fait sans doute peut-être demain une potentialité de faiblesse. Alors voilà sur les chiffres un peu globaux. Désolé de continuer un peu sur les chiffres, maintenant on va parler argent. Comment ça marche? Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un livre blanc, d'une revue stratégique où je vous ai dit ça décline des moyens financiers, matériels, humains, etc. Pour les armées, pour le ministère des Armées, le système financier fonctionne sur la base d'une loi, c'est une loi de programmation militaire, une LPM. Cette loi-là, ces lois-là, valent pour 6 ans. Ça veut dire que quand on s'engage... Ah, là, j'ai un retour, il faudrait couper. Bonjour madame. Voilà, donc quand la loi est votée, elle vaut pour 6 ans, et ça veut dire que le gouvernement ou les gouvernements qui succèdent s'engagent théoriquement à financer les armées à concurrence d'une somme qui a été évaluée. Alors en l'occurrence pour la loi de programmation militaire 2019-2025, il a été voté un budget de 300 milliards sur 6 ans. Donc avec un budget de défense d'environ 40 milliards d'euros par an, 40 milliards d'euros par an, ça correspond à 1,84% du PIB. Et là, 1,84% du PIB, normalement l'OTAN impose à chacun des pays qui en font partie, j'en ai dit tout à l'heure, que 2% du PIB soit consacré au ministère des Armées, de la Défense, etc. etc. Alors, la loi de programmation militaire sur laquelle on vit actuellement, 2019-2025, je pense que les gens auront observé que 2019-2025, le quinquennat, c'est 2017-2022. Le quinquennat suivant, c'est 2022-2027. Donc là, on a voté en 2019 une loi de programmation militaire qui vaut sur 2 mandats de président. Alors, finalement, je ne pourrais pas être trop critique sur cette loi de programmation militaire qui finalement est ambitieuse puisqu'elle permet quand même de rattraper un retard et une obsolescence qui est importante. Je veux dire, depuis, moi je suis rentré à l'armée dans les années 80. On avait la première armée, on avait 3 corps d'armée, on avait 15 divisions, on avait 750 000 hommes, quand j'en disais tout à l'heure 270.
On était une des armées les plus puissantes, au monde avec les États-Unis et avec la Russie. Et malheureusement, au gré du vent, les pourcentages budgétaires consacrés à la défense n'ont cessé de diminuer. Le coût, je ne dirais pas mortel, mais le coût fatal pratiquement, c'est la chute du mur de Berlin en 89 avec les dividendes de la paix 91 dont on a tant vanté les potentialités et qui ont fait que depuis les années 90-95, les budgets de défense ont été toujours sacrifiés. Et on a vécu, j'ai vécu moi pendant 40 ans, de reconstruction en reconstruction, de réorganisation en réorganisation, de faire toujours mieux avec beaucoup moins jusqu'au moment où on arrive à l'os et c'est un peu là où on en est aujourd'hui. Mais justement, cette loi de programmation militaire 2019-2025, elle a eu le mérite, ou elle aurait le mérite, j'y reviendrai, de rattraper ce retard et cette obsolescence importante. On est encore avec des engins qui datent des années 70, les véhicules de l'avion blindé par exemple, avec des avions comme l'avion du transport Transal qui vole encore et qui devrait avoir arrêté de voler depuis 2000-2005. Donc on a encore des avions qui sont, ou des bateaux, ou qui sont maintenant à une obsolescence avancée. Alors, un autre avantage ou un autre point qui est une force quand même, mais on peut en discuter, c'est quand même chez nous en France un circuit de décision qui est très court. Pourquoi ce circuit de décision est très court? Parce que le président de la République, c'est le chef des armées. Bon, ça, personne ne l'ignore. Il l'a rappelé d'ailleurs quand il a pris le mandat et qu'il a viré De Villiers, ou que De Villiers est parti, vous prenez dans le sens où vous voulez. C'est le chef des armées, mais ça veut dire surtout que c'est lui qui peut dire « Ok, demain, je veux qu'on envoie 1000 hommes sur tel territoire d'opération. » Et c'est comme ça, c'est la Constitution, c'est la loi, et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est un circuit court. Quand dans d'autres pays, il faut passer par le Parlement, il faut faire des navettes, etc. C'est toute la différence qu'il peut y avoir entre la France et, par exemple, l'Allemagne, où tout doit passer par le Bundestag, et tant que le Bundestag n'a pas donné le feu vert, les soldats allemands restent l'arme au pied. Donc c'est un avantage parce que une crise, quand elle démarre, c'est un petit peu comme un feu. Au départ, c'est le dé à coudre pour l'éteindre, et puis si on attend un jour ou deux, c'est des divisions et des corps d'armée où c'est plus personne parce que plus personne ne veut y aller. Je vais le remettre. Circuit court. Une des forces de notre défense, bien évidemment, enfin de notre pays, c'est et qui affirme sur la scène internationale, c'est la puissance nucléaire. Bon, là, évidemment, la France, avec un arsenal de 300 ogives, en trahir de secret défense, reste pour le moment la troisième puissance nucléaire officiellement reconnue sur la planète. Bon, voilà, donc c'est sûr que l'arme nucléaire fait des envies à l'Europe. Et bon, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà aussi une des raisons pour lesquelles la France reste une puissance importante sur la scène internationale. Bon, ajoutons à cela comme force un important réseau d'alliances. Alors, bien évidemment, on ne peut pas ignorer le siège de membres permanents avec droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, ça, il y en a 5, vous les connaissez, donc je ne reviens pas dessus. Ça la rend pratiquement incontournable. En force aussi, j'évoquerai la francophonie. La francophonie, moi je fais beaucoup d'opérations en Afrique, mais pas seulement. La francophonie, c'est 80 pays quand même dans le monde. C'est 250 millions de gens qui s'expriment en français. Bon, c'est quand même quelque chose de conséquent et qu'on ne peut pas ignorer. C'est une langue importante. Un autre point sur lequel on était intervenu au congrès des Patriotes le 29 août et qui est majeur, c'est l'espace maritime. L'espace maritime dont dispose la France, c'est on est deuxième après les États-Unis
en espace maritime avec un potentiel formidable, avec 12 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. C'est absolument fabuleux avec ce qu'il y a en sous-sol, ce qu'il peut y avoir dans la mer, etc. Enfin bon, il y a des livres là-dessus qui développent tout à fait, mais on est présent pratiquement sur toute la planète. On est présent sur les 5 continents. Dans l'eau, sur Terre, on est présent partout. Donc ça, c'est une force qui est indéniable. Enfin, sur les forces qu'on ne peut pas négliger, et on en parle en ce moment sans doute pour ceux qui s'informent un peu sur les réseaux, c'est le fait de disposer d'une industrie de défense qui est puissante. Alors j'en cite quelques-uns, Dassault, Nexter, Thales, etc. En fait, on sait fabriquer des avions, on sait fabriquer des navires, on sait fabriquer des chars, on sait tout fabriquer, de l'armement, des munitions, etc. Même si on est assez bête pour donner ce qu'on sait faire à d'autres pays, ou aussi on sait savoir par nos amis australiens, américains et anglais. Bon, ça c'est autre chose, mais en attendant, sachez que nous, on sait tout faire et on sait encore tout faire. Est-ce qu'on saura encore tout faire dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est moins sûr, surtout quand les autres sauront le faire et peut-être mieux qu'à notre place. Donc voilà un petit peu, dans un premier temps, ce que je voulais vous dire sur un rappel rapide des données à intégrer, et puis sur les forces dont dispose notre défense et notre pays. Alors, si on aborde le deuxième point, les faiblesses, je dirais, on rattrape le retard qu'on a payé, comme je le disais tout à l'heure, depuis des années avec des baisses de budget, mais surtout, on rattrape après le quinquennat de Macron, et si tout va bien. Et si tout va bien, on voit déjà qu'avec le Covid, tout ne va pas bien. Alors, si la loi de programmation militaire, comme je disais tout à l'heure, 2019-2025, marque une certaine remontée en puissance inédite depuis 25 ans, je disais tout à l'heure, 300 milliards en 6-7 ans, avec une priorité pour la régénération des hommes. Ils ont été rembauchés 6 000 militaires et au renouvellement d'un certain nombre de matériel. Par exemple, il y a un programme important qui s'appelle le programme Scorpion, qui fait qu'en 2030, pratiquement tous les matériels roulants de l'armée de terre seront remplacés. Oui, mais une bonne partie de cet effort financier est reportée au-delà du quinquennat. Comme j'ai dit, la loi de programmation militaire 2019-2025, Macron il s'arrête, on l'espère, en 2022. Que fera son successeur? Le budget militaire qui doit donc ainsi passer de 34 milliards, grosso modo, c'était ça en 2018, à 50 milliards en 2025, pour atteindre justement les 2% de PIB qui sont promis par Macron lors de sa campagne. Cette augmentation se fera en 2 temps. 1,5 milliard grosso modo jusqu'en 2022, puis 3 milliards par an 2023, 2024, 2025. Et écoutez bien le problème, avec un ajustement possible des 2 dernières annuités, donc 2024-2025, en fonction de la situation économique. Alors je rappelle qu'on vient de faire de légers emprunts pour fournir à droite et à gauche un peu tout le monde à l'Union européenne, qu'on est endetté pendant 67 ans avec ce qu'on a emprunté. Je doute fort que la défense sera prioritaire pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons aussi, aux yeux de Macron, et on n'espère pas de Macron bis à partir de 2022. Donc, à bien y regarder, la loi de programmation militaire, elle laisse quand même quelques questions ouvertes. D'abord, l'effort financier porté en 2023-2025. La hausse, elle se fait quand même aussi après le quinquennat. Et la question qu'on se pose forcément, c'est où en sera la situation économique en 2023, et tout particulièrement avec ce qui se passe sur le Covid, comme je disais. Autre faiblesse de la loi de programmation militaire, de nombreuses commandes et livraisons, bien sûr, d'équipements sont prévues après 2022. Aujourd'hui, on rase gratis, et puis donc ce qui laisse quand même un sacré doute sur leur confirmation.
Alors, c'est le cas pour un certain nombre d'hélicoptères, c'est le cas pour un certain nombre d'avions, etc. Les avions Rafale, vous avez vu qu'on en a vendu quelques-uns il n'y a pas très longtemps, et on les a pris sur notre ressource. Ils n'ont pas été remplacés. La loi de programmation militaire qui semble avoir aussi fermé une porte que demandait l'armée de l'air. L'armée de l'air voulait passer de 185 avions de chasse à 215 avions de chasse. Ça a été refusé. Le projet de loi prévoit un programme qui restera à 185 appareils jusqu'en 2030. Bon. Donc les aviateurs, ils ont mis le mouchoir par-dessus. Cette prudence donc, se retrouve dans les faibles livraisons des Rafales qui sont prévues. On a actuellement seulement 28 appareils qui ont été livrés. Donc, on fonctionne avec les Mirage 2000. Et puis, les aviateurs, ils font avec. Ils ont eu leur avion de transport, l'Atlas A400M. Donc, pour l'instant, ils ont une demi-mesure. Autre grosse déception qui concerne, c'est le financement de la recherche et développement, ça qui est vital. Dans une armée moderne, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, etc., ils ont des budgets qui sont extrêmement conséquents en recherche et développement, sur l'espace, sur les missiles subsoniques, s'agissant de la loi de programmation militaire, le montant annuel doit passer de 730 millions à 1 milliard d'euros, mais cette augmentation sera étalée sur 5 ans. Sur 5 ans, ce n'est pas vieux, ils vont pas. C'est un effort qui est très, très, très modeste, au vu des enjeux des armées à l'horizon 2030. Pratiquement en 2030, si vous voulez, les armées puissantes, États-Unis, Russie, Chine, Japon, tout ça, ils auront renouvelé pratiquement tous leurs dispositifs, les chars, les avions, les bateaux, etc. Voilà. Donc nous, si on prend du retard, l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ça, il ne faut pas prendre de retard là-dessus, sinon on ne sera plus opérationnel, quoi. Alors, voilà pour les faiblesses que je peux mettre en exergue, et les faiblesses que je mets en exergue, c'est que finalement, on a promis beaucoup de choses, on en a tenu quelques-unes, je l'ai dit tout à l'heure, mais la plupart des promesses, qui n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est reporté après le quinquennat. Voilà. Bon. Donc, si les choses vont bien. Bon. Donc là, il faudra quand même qu'on soit très vigilant pour ne pas dire plus. Alors, la troisième partie que je veux aborder, c'est finalement une série importante de questions. Quel futur, pas seulement pour la défense, mais quel futur pour notre pays, Comme je disais tout à l'heure dans l'idée principale, c'est la décennie qui va venir, elle va être vraiment décisive. Et malheureusement, la crise Covid ne va faire qu'aggraver la situation. Et je crains bien que les forces armées vont en payer le prix lourd, comme on en a payé les prix lourds ces 40 dernières années. Les budgets n'ont jamais été payés entièrement, etc. Quand on allait. Enfin bon. Je veux dire, par rapport à certains grands pays, pour avoir une réflexion, tout le monde sait qu'on est très loin derrière les États-Unis, qui, eux, consacrent un budget, écoutez bien, j'ai dit tout à l'heure, nous, qu'on avait 40 milliards ou 50 milliards, ça va dépendre par an, les États-Unis, c'est 600 milliards de dollars. À eux seuls, les États-Unis, ils ont un budget qui est le plus important que tous les autres pays réunis. Vous entendez bien? Donc, l'obsolescence, pour nous, elle est critique si on n'ira jamais forcément dans des chiffres comme ça. C'est forcément totalement impossible. Mais voilà. Un pays qui est important et qui prend, ça avait été dit le siècle dernier, quand la Chine s'éveillera, c'est éveillé la Chine, et pas seulement sur le plan politique, mais la Chine, aujourd'hui, c'est la troisième puissance militaire au monde, juste derrière la Russie. En 2030, ils sont passés devant. La Russie, par exemple, la Chine, par exemple, elle possède déjà un deuxième porte-avions. Bon, on peut dire, à quoi ça sert un porte-avions? Un porte-avions, ça sert à porter des avions, mais ça sert surtout à être présent partout dans le monde, partout sur les océans, etc. Quand on a un porte-avions, il faut savoir qu'un porte-avions, dans sa carrière, il fait des grandes réparations. Et quand on fait une grande réparation d'un porte-avions, ça dure 6 mois. Et pendant 6 mois,
le porte-avions, il est à quai. Et pendant ces 6 mois-là, eh bien, il n'y a forcément aucun porte-avions français dans les mers. Voilà aussi un des points qui a été souligné et qui continue à être souligné à l'Assemblée nationale par les gens qui sont responsables de la défense, hein, pour sonner le tocsin à chaque fois sur le fait de on doit absolument faire un deuxième porte-avions. Bon, est-ce qu'on le fera un jour? On verra bien. L'Inde, j'en parlais tout à l'heure, hein, je parlais de l'Inde tout à l'heure. L'Inde bénéficie de partenariats certes importants avec la France, mais l'Inde aujourd'hui, c'est la 4e puissance militaire. Hein, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde. Alors, Chine et Inde, c'est pratiquement la moitié de la population mondiale. Hein. La démographie, en termes de défense, hein, a toujours été… plus on est nombreux, mieux on est armé, mieux on est entraîné, la guerre est facile. Dans l'autre sens, ça devient compliqué. Le Japon se positionne derrière maintenant en 5e position, juste devant la Corée du Sud. Et nous, la France, on est 7e. Donc, vous voyez, on est derrière tous ces pays-là. Des pays dont on n'entend pas forcément parler en termes de défense, mais quand même, l'Arabie Saoudite est quant à elle devenue ces dernières années une puissance qui est incontournable. On lui vend des avions, on lui vend, et pas seulement, et figure désormais au 4e rang mondial en termes de dépenses militaires. En termes de dépenses militaires, un petit pays comme… Alors, je disais, bien évidemment, sur les 3 points sur lesquels je suis intervenu, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit se poser forcément 1001 questions. Et se poser les questions, c'est forcément derrière y répondre. Et se poser 1001 questions, c'est derrière redéfinir un livre blanc sur la défense nationale. Celui précédent, je disais tout à l'heure, date de 2013. Je pense que en 2018, en 2021, 2022, 2023, il faudrait bien en refaire un, avec une revue stratégique de défense, de manière à se reposer les bonnes questions. Les bonnes questions, alors, on pourra peut-être y venir tout à l'heure, si vous voulez, mais pour les mettre dans un certain ordre, quel ennemi pour la France? Est-ce que la France a un ennemi aujourd'hui? Est-ce que la France a un ennemi aujourd'hui? Bon. Pour quelle guerre? Quel type de guerre? L'ennemi demain, c'est qui? C'est la Chine qui va vouloir, qui est très présente maintenant en Afrique, qui possède pratiquement les États-Unis en termes de dette, etc. Est-ce que c'est toujours la Russie? Puisque moi, j'ai été fabriqué dans les années 80 où le pacte de Varsovie, l'ennemi rouge, etc., les grands méchants loups, etc. Est-ce que c'est toujours la Russie aujourd'hui de Poutine? La Turquie d'Erdogan? Est-ce que la Turquie, qui est… on ne sait pas trop, elle est dans l'OTAN, mais elle vise sans doute aussi avec une immigration potentielle possible, avec une présence de bon nombre de Turcs en Allemagne, etc. Est-ce que c'est la Turquie demain qui va, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps avec les bateaux français en Méditerranée, dans la crise avec la Grèce? Est-ce que c'est le terrorisme? Ça, on peut dire forcément. Mais est-ce qu'on va bâtir une armée pour ne combattre que le terrorisme? Est-ce que c'est l'ennemi de l'intérieur? Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on doit se poser des questions. Hein, l'ennemi de l'intérieur, hein, guerre civile, est-ce qu'on doit fabriquer une armée? L'armée française, elle est faite pour faire la guerre, elle n'est pas faite pour faire du maintien de l'ordre. Et quand on voit les CRS, quand on voit les mobiles faire du maintien de l'ordre, l'armée française, elle ne sait pas faire ça. L'armée française, elle est faite pour rentrer sur un territoire, elle est faite pour combattre, etc. Alors, peut-être qu'on posera des questions tout à l'heure, mais voilà, est-ce qu'on doit bâtir une armée comme ça existe dans certains pays, hein, où l'armée, elle ne fait que la protection du territoire national et quel ennemi? Est-ce que c'est le virus? Ou est-ce que ce sont les virus présents et à venir, hein, donc, dans ces cas-là de développement
de services de santé, de services d'urgence. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, il faut y répondre. Hein. Ensuite, dans quel milieu est-ce qu'on se prépare à faire des combats terrestres? On sait le faire. Aérien, on sait le faire. Dans l'espace, ça devient compliqué. Hein. En cyber, on a quelque chose, hein, mais ça n'a rien à voir avec les Chinois. Tiens, petite anecdote, hein, quand je commandais mon régiment à Toulouse, hein, j'ai reçu un général chinois, 4 étoiles, donc un type voilà, qui était responsable de la cybersécurité en Chine. Bon, ce gars-là, il me dit, mon colonel, alors la cyber, qu'est-ce que c'est en France? Moi, colonel parachutiste, la cyber, rapidement, je regarde un peu, et puis je dis, voilà, à l'époque, hein, c'est en 2005, il y avait 1500 personnes, quoi, hein, 1500 personnes dédiées à la cyber en France. Il éclate de rire. Hein, il dit, ah bon, parce que nous, on est 150 000. Bon, 150 000. Ah oui, mais 150 000, c'était l'effectif de l'armée de terre. Je dis, ouais, c'est l'effectif de toute l'armée de terre. Ah ouais, mais il me dit, ouais, je sais. Il me dit, je plaisante, hein, mais voilà, pour dire. Bon. Ensuite, autre question, forcément, quand on continue à travailler là-dessus, c'est de dire, on réfléchit sur quel ennemi, on réfléchit sur quel milieu, etc. Mais derrière, ça va être avec quels moyens financiers? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein, comme je disais tout à l'heure, quand on empruntait des dizaines, des centaines de milliards et qu'il va falloir les rembourser des générations durant, qu'est-ce qu'on va consentir dans les budgets annuels de nos ministères? Alors, on va peut-être faire un effort, continuer à faire un effort sur le ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? Mais je pense que le ministère de l'Éducation nationale, mon cher Alain, ou le ministère des Armées risque de courir après ces euros. Bon, on verra. Ensuite, toujours dans les questions à se poser, mais là, au sein de quelle alliance on va travailler? Est-ce qu'on a encore besoin d'alliances particulièrement? Et ça, la réponse des patriotes, elle a été donnée. Hein. Doit-on rester dans l'OTAN? Pour les patriotes, c'est non. Doit-on rester dans l'UE? La réponse, c'est non. Doit-on être les grands amis de l'Europe de la défense? Pour les patriotes, c'est non. Donc moi, j'abonde tout à fait dans ce sens. Ça veut dire donc, mais c'est ce qu'on a pu faire pendant des années et des siècles. C'est-à-dire, doit-on se tourner vers des alliances occasionnelles? Pour moi, la réponse est oui. C'est-à-dire que s'il y a un combat, s'il y a un enjeu quelque part, il y a l'ONU, on y est, et puis on fait décider les gens le plus rapidement possible, et ensuite on s'engage en coercition, en coalition, et on fait la bataille. Mais rien n'oblige, au contraire, à avoir des structures figées qui vont nous imposer des choses, et des choses dont on n'aura pas, nous, la main, et dont on n'aura pas la capacité de souveraineté, la capacité et l'indépendance, puisque tel est le sujet. Ensuite, toujours dans les questions à se poser, avec quelle industrie de défense? Quelle industrie de défense? Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire les Dassault, les Nexter, les Thales et bien d'autres, en filant nos brevets en ce moment aux Allemands pour le char ou pour le SCAF, l'avion du futur, etc. Qu'est-ce qui va rester à l'industrie de défense? L'industrie de défense française, c'était un des fleurons. Hein, l'industrie de défense française, ça emploie des centaines de milliers de personnes. Hein, et en sous-contrat, etc., ça emploie encore des centaines de milliers de personnes. Est-ce qu'on doit détruire cette industrie de défense pour… bien sûr que non. Au contraire, il faut, et ça c'est l'idée majeure, c'est comme des autres d'ailleurs, les sociétés qui fabriquent des masques, les sociétés qui fabriquent… Bon, il faut avoir des sociétés qui fabriquent les chars, qui fabriquent les armes, qui fabriquent les munitions, qui fabriquent les pistolets. On ne va pas aller acheter des armes, c'est ce qu'on fait actuellement aux Allemands, alors qu'on sait très bien les faire, etc. Hein, voilà. Autre question pour
nos armées. Est-ce qu'on doit avoir un rôle social au sein du pays? Alors, j'entends par rôle social, par exemple, en complément de l'éducation nationale. Moi, quand j'étais gamin, alors je vais peut-être en faire bondir quelques-uns, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Moi, je suis, c'est ma liberté d'expression. Une table, pour qu'elle tienne debout, il faut 4 pieds. Il peut y en avoir 3, bon, ok, il peut y en avoir un seul, etc. Mais une table avec un seul pied, c'est casse-gueule si on la pousse. Avec 4 pieds, la table, elle tient debout. Il faut vraiment faire quelque chose pour la renverser. Et les 4 pieds, quand moi j'étais gamin, c'était quoi? C'était l'école. C'était l'école. Quand le maître d'école rentrait, on se levait. On disait bonjour, on disait au revoir, on disait merci, etc. Le maître d'école. C'était la famille. Quand je rentrais le soir à la maison, je faisais mes devoirs, je récitais mes leçons. Alors, je vais peut-être faire vieux con, mais c'est comme ça. Je récitais mes leçons, et tant que je n'avais pas récité mes leçons et fait mes devoirs, je n'avais pas le droit d'aller jouer. C'était mon curé. Ah oui, c'est comme ça, mais c'était la religion. Alors, pour pas faire injure à qui que ce soit, mais c'était la religion. Parce que quand tu ne tueras pas, tu tendras la joue, tu seras. C'était la religion. Mon curé, voilà, c'était le 3e pilier. Et le dernier pilier, finalement, eh ben, c'était l'armée. C'était l'armée. 4 piliers sur une table pour qu'elle tienne debout. Eh ben, 4 piliers pour un homme qui soit. Moi, mon grand-père, quand j'étais gamin, me dit petit, toi, tu auras fait ton armée, tu pourras parler à table. Ouais. Okay. Chirac, quand il a décidé de suspendre, puisque tel est le terme officiel, suspendre la conscription. J'ai eu l'occasion de le voir en 2004 lors d'un défilé du 14 juillet. Il m'avait demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, Monsieur le Président, c'est une connerie dont on se mordra les doigts dans 20 ans. C'est le cas. Alors, aujourd'hui, est-ce que le rôle social renouvelé, en complément de l'éducation nationale et de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que ça doit être renouvelé par le biais du service militaire ou du service national? Moi, j'ai toujours été un grand fervent du service militaire et service national. J'ai à la fois commandé, quand j'étais jeune lieutenant et capitaine, des appelés du contingent. J'ai trouvé beaucoup de plaisir. Et j'ai aussi commandé, quand j'étais colonel et après général, des professionnels. J'ai aussi trouvé beaucoup de plaisir. Les hommes, ils sont intéressants, les hommes et les femmes. Je dis hommes, bon. Les hommes et les femmes sont des gens intéressants pourvu qu'on s'intéresse à eux, pourvu qu'on s'occupe d'eux, pourvu qu'on les fasse avancer, etc. C'est pas du bétail, comme on essaie de nous traiter en ce moment, quoi. Voilà. Donc, pour terminer un peu sur ces 3 parties, j'espère que je ne suis pas trop long, Alain, tu m'arrêtes si je suis trop bavard. Bien le contraire, Christian. Pardon ? Bien le contraire, Christian. Ok, voilà. Bon, donc je dirais aujourd'hui, bien entendu, on a encore une armée puissante. On ne peut pas dire le contraire. Mais cette armée puissante, si on n'y prend pas garde dans la décennie qui vient, on va être relégué et il sera absolument plus possible de parler d'indépendance. On sera forcément des sous-traitants, ce qui est déjà un peu le cas, mais je vais y venir tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se reposer, remettre tout à plat sur la table en prenant les nouveaux facteurs qui sont déterminants, la dette, l'ambition pour la France. C'est de refaire, donc maintenant, il faut se poser, refaire un livre blanc, refaire une revue de défense stratégique, de manière à dire, voilà, ok, dans les 25-30 ans, c'est comme ça qu'on vise. Un programme d'armement, c'est ça, c'est 25-30 ans. Quand on fabrique un avion, quand on fabrique un bateau, ça vit 40, 50, 60 ans. Voyez, donc, il faut plus que largement anticiper. Il faut pas, Donc, voilà ce que je tenais à vous dire sur ces 3 points-là. Alors, si vous le permettez maintenant, je voudrais quand même faire le premier focus sur l'OTAN. Parce qu'il est important de savoir de quoi on parle quand on parle de l'OTAN. J'ai bien beau dire, ok, on va quitter l'OTAN ou l'OTAN, machin, etc. De quoi parle-t-on? L'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance politique et militaire, de 30 pays qui a été créée en 1949. Et ce qui est important de noter, c'est sur ces 30 pays, 21 pays sont membres de l'Union européenne. 21 pays sont membres, et 22 hier quand les Anglais étaient encore présents. C'est important, ça.
C'est une organisation de défense collective qui, à l'époque, faisait face à l'Union soviétique. Moi, j'apprenais par cœur les déboulés des chars qui devaient nous envahir. En 72 heures, ils étaient à la frontière française. On était en deuxième rideau de l'armée allemande et des armées américaines et britanniques avec le corps d'armée français. Et derrière, on appuyait sur le bouton rouge dès l'instant que… Voilà. Donc, moi, j'ai appris ça comme ça. Bon. Point important sur l'OTAN, c'est son article 5. Son article 5 implique qu'une attaque d'un pays de l'OTAN par un tiers est considérée comme une attaque contre toute l'Alliance. Ça veut dire qu'elle oblige, normalement, chacun des pays, des 30 pays, à s'engager pour défendre, admettons que la Russie envahisse la Pologne, eh bien, tous les pays sont obligés, normalement, de s'engager pour aller défendre la Pologne. C'est comme ça que ça a été écrit. Alors, j'ai retenu 3 dates clés pour la France sur l'OTAN. 66, mon grand ancien, général de Gaulle, qui sort la France du commandement militaire intégré. Pourquoi? Question de souveraineté déjà. Question de souveraineté de la France et souveraineté notamment pour son armement nucléaire. Deuxième date importante sur l'OTAN, mais qui a des conséquences sur l'OTAN, c'est la chute du mur de Berlin en 1989. Et je l'ai dit tout à l'heure, les dividendes de la paix. Les Allemands cassent le mur avec fin de la RFA, fin de la RDA, fin du pacte de Varsovie, on sera tous amis, on ne sera plus en guerre, etc. etc., etc. Et, bon. Donc, et là, la question, et l'OTAN, alors, qu'est-ce que va devenir l'OTAN? L'OTAN qui était… on s'est dit, l'OTAN va disparaître. Ah ben, elle n'a pas disparu. 2009, notre bon Sarkozy, retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Alors, pourquoi chez les patriotes? Pourquoi aussi ma position a fait, et j'ai rejoint les patriotes, pourquoi on veut quitter l'OTAN? Bon. Tout d'abord, l'OTAN, c'est une organisation américaine. C'est une organisation américaine. Elle a toujours été dirigée militairement par un officier américain. Toujours. Elle défend les intérêts de Washington. Le mur de Berlin est bien tombé, d'accord, mais les troupes américaines sont toujours présentes en Europe, en Allemagne, en Italie, en Belgique. Moi, j'étais gamin, je me rappelle, gamin, je voyais sous les ponts, etc., US go home, NATO go home, etc. Et bien, voilà, ça, c'était l'époque du grand Charles. Je pense, Alain, peut-être tu as vu ça, toi aussi, mais voilà, moi, je me rappelle de ces périodes-là. Mais en attendant, les Américains, ils sont toujours présents. Ils ont toujours un Unicom, etc., en Allemagne. Ils sont maintenant présents en Pologne. Ils sont présents. Comment pensez? Mettez-vous à la place des Russes. Mettez-vous à la place des Russes aujourd'hui. Quand ils voient cet arsenal de 600 milliards de dollars annuels face à eux. Les Russes, moi je serais russe, je serais inquiet aussi. Alors, dans quel but les Américains sont toujours présents? Pour protéger contre un ennemi étranger ou bien est-ce qu'ils sont là aux avant-postes des marches de leur empire? L'Europe, c'est leur tête de pont géostratégique fondamentale de l'Amérique, mais qui se tourne de plus en plus, l'Amérique se tourne de plus en plus vers le Pacifique et l'Océanie face à la menace chinoise. L'affaire des sous-marins. Bon, Hollande a signé le contrat, un contrat à 57 milliards. Généralement, on s'attend à ce qu'il soit suivi quand même. C'est un minimum. Eh bien, quand d'un seul coup on nous dit « Ah bah tiens, vous allez rire les gars, on ne prend plus vos sous-marins, mais on va prendre les sous-marins américains, que les Anglais ont bien aidé à l'affaire, que les Allemands ont bien aidé à l'affaire et que les Suédois ont bien aidé à l'affaire. » C'est quand même surprenant. Et curieusement, aucun des présidents, aucun des ministres, aucun des gens qui sont spécialisés dans la suite de ces affaires-là n'y a réfléchi, n'a levé le doigt, et on dit bah, si, là, on vous a dit encore il y a 3 mois qu'on allait… Ah, c'est quand même curieux quand même. C'est quand même curieux. Les Américains, c'est America First. America First. Quand on a compris ça, on a tout compris. Et l'OTAN, c'est une organisation américaine.
Deuxième raison pourquoi il faut quitter l'OTAN, l'OTAN, ça étouffe la souveraineté française. La souveraineté française, c'est bien ce qu'avait compris De Gaulle, il voulait être indépendant, souverainiste. La France n'a plus de base américaine, je l'ai dit tout à l'heure, hein, son décision de Charles de Gaulle de les fermer. Mais Sarkozy a réengagé la France dans ce commandement en 2009, mais dans quel intérêt? Si le fondateur de la Ve République avait quitté le commandement intégré, c'était précisément pour permettre à la France de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté. La soumission de la France à l'OTAN l'empêche de développer une politique souveraine de puissance et d'alliance qui sert ses intérêts. Même sans parler de l'OTAN, mais pour revenir sur... J'aime bien les Américains d'une manière générale, hein, c'est des bons vivants, ils ont des bons soldats qui sont bon, voilà. Mais moi, j'ai fait la première guerre du Golfe en 91. Bon. Et je n'ai pas fait la deuxième guerre puisqu'on n'y est pas allé, les Français. Mais je me rappelle, et en 2003, la deuxième guerre du Golfe, pour ceux qui ont un peu de mémoire ou qui s'intéressaient aux choses à l'époque. Notre ministre à l'ONU, de Villepin, pour ceux qui s'en rappellent, son discours pour expliquer que la France n'ira pas s'engager à nouveau dans le Golfe parce qu'on n'avait aucune preuve. Rappelez-vous qu'on voulait aller dans le Golfe, les Américains voulaient aller dans le Golfe, pour maintes et une raison, en prétextant que Saddam Hussein était en train de développer de l'armement chimique, etc., etc. Et la France, on n'était pas si idiot que ça, on avait aussi des renseignements, et on savait très bien que c'était faux. Et rappelez-vous du discours de Villepin, qui a été, il faut le réécouter d'ailleurs, hein, il peut être encore accessible. Hein. Il a été absolument formidable. Hein. Je ne suis pas un fan habituel, mais à l'époque, ça a été une démonstration à l'ONU qui a été remarquable. Quoi. On n'a pas suivi les Américains. On n'a pas suivi les Américains. Voilà. En 2003, on ne suivait pas les Américains. Alors, on n'était pas dans l'OTAN, mais déjà, la logique, elle était bien là, de ne pas suivre les Américains. L'OTAN, comme je disais tout à l'heure, elle est au service des États-Unis. Elle nous entraîne dans des situations qui sont conflictuelles avec la Russie, je le disais tout à l'heure. Hein. L'Amérique avait promis à Gorbatchev à l'époque, hein, dans les années 90, hein, justement, hein, chute du mur de Berlin, que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est. Bah, elle n'a jamais respecté cet engagement, hein, puisque aujourd'hui, elle est sur les marches pratiquement hein, de la Russie. Hein. L'OTAN, regardez encore ces derniers jours, hein, ne cesse de mener des exercices qui sont menaçants pour les Russes. Et comme je disais tout à l'heure, hein, 600 milliards pour les Américains. En 2019, hein, le chiffre que j'ai réussi à gratter, hein, la Russie a budgétisé 65 milliards, 10 fois moins, pour sa défense. Vous vous rendez compte? Alors que les 30 pays de l'OTAN, hein, c'est 1035 milliards. Ben, qui c'est le géant là? C'est l'OTAN ou c'est les Russes? Qui c'est qui doit se sentir menacé? C'est l'OTAN ou c'est les Russes? Se rappeler quand même, à toutes fins utiles, que la Russie, c'est un de nos partenaires naturels. D'abord, historiquement, militairement, etc., ça a souvent été notre allié, pour ne pas dire toujours. Hein, mais c'est l'un de nos premiers fournisseurs hein, en Europe. Et l'Europe, donc, a absolument pas intérêt à se mettre la Russie à dos. Hein. C'est pas l'idée des Américains. Hein. Ensuite, je parlais tout à l'heure de la Turquie. La Turquie, c'est l'enfant terrible de l'OTAN. Hein. La Turquie, on se rappelle, hein, qui a envahi illégalement le nord de Chypre en 1974, qui est toujours. Hein. Récemment, elle a intimidé la Grèce. Elle a menacé nos navires, à nous, les navires français, dans la Méditerranée hein, orientale. Hein. Qu'est-ce qu'a fait l'OTAN? Rien. Elle a fermé les yeux. L'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont fermé les yeux sur les frasques d'Erdogan. Que fait la France dans une alliance dont un des pays menace ses marins et déstabilise le pourtour méditerranéen? Ah. Alors, il est temps de partir. C'est ce que je dis. Hein. Il est temps de partir. Hein. Et je pense qu'avec nos amis patriotes, on est en phase. Hein. D'ailleurs, vous allez voir, mais Trump, quand il avouait que l'OTAN est obsolète, il n'a pas été contredit par Emmanuel Macron. Alors, pour d'autres raisons. Mais Macron lui a dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Ah, ce n'est pas les mêmes raisons. Parce que Trump, lui, il se tournait, il veut être présent, certes, toujours en Europe, mais lui, il se tourne maintenant vers l'effet majeur qui, pour lui, est le Pacifique. Et Macron, lui, ce qui l'intéresse, en disant que
l'OTAN est en état de mort cérébrale, lui, c'est la défense européenne. C'est ça qu'il veut, lui, la défense européenne. Il veut un dispositif qui lui permet de régner, entre guillemets, sur l'Europe. Donc, il est temps d'en partir parce qu'avant d'être certain et d'être entraîné dans une nouvelle guerre par le complexe militaro-industriel américain, il faut qu'on se retire définitivement de cette organisation qui est obsédée par la guerre froide, et tout en étant maintenant présent sur le Pacifique et sur l'Océanie, tourné vers la Chine. Est-ce qu'on veut demain être en guerre contre la Chine et la Russie? Est-ce qu'on veut être en guerre contre… Reprenons les commandes, reprenons les rênes, hein, de manière à éviter d'être emmené dans un cercle vicieux, dans une boule de neige qui dévale la montagne et qui entame des avalanches, hein, et où on aura du mal à s'en sortir. Hein. Voilà. Donc, ce que je veux dire là-dessus, donc, on est parfaitement en phase entre les patriotes, puisque c'est un peu notre politique, hein, quitter l'UE, quitter l'OTAN, la C2H, ce n'est pas mon domaine aujourd'hui, quitter l'euro, etc. On peut en parler par ailleurs, mais en parlant de la défense, hein, il y a 1001 exemples, hein, 1001 démonstrations qui nous prouvent, hein, et je reviens sur ce que disait mon ancien général de Gaulle, là, reprenons les rênes, reprenons notre souveraineté, hein, de manière à avoir cette capacité, hein, à décider nous-mêmes, à choisir, à décider, et ensuite à s'engager s'il le faut, et avec qui on veut et contre qui on veut. Voilà. Bon, voilà pour l'OTAN. Maintenant, je veux, c'est le deuxième et dernier focus, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de l'Europe de la défense. Bon, j'en ai dit quelques mots en parlant d'OTAN, parce qu'on ne peut pas l'évacuer. Hein. Plusieurs étapes, hein, encore d'en savoir de quoi on parle, plusieurs étapes dans cette construction politique de la défense. Ça a été progressif. Hein. La politique de défense commune, elle a été fondée, pour faire simple, hein, à Maastricht en 92, hein, le TUE, etc. Bon. Alors, elle a été fondée. Derrière, il n'y a rien eu de fait pendant ces quelques années. Il a fallu attendre, hein, le sommet franco-britannique, hein, qui s'est tenu à Saint-Malo, hein, en 98, décembre 98, hein, qui a permis à l'époque, hein, les Anglais étaient encore dans l'Union européenne, de changer, hein, d'attitude des Britanniques, des Anglais, hein, qui reconnaît à l'époque la légitimité européenne et accepte que l'UE agisse de façon autonome, hein, dans un domaine que les Britanniques réservaient à l'Alliance Atlantique, à l'OTAN, hein, et aux États-Unis. C'est sur cette base, bon, il y a eu des avancées, alors on peut dire des avancées. Des avancées. Hein. Derrière, on a un Conseil européen qui est à Helsinki en 99, décembre, hein, qui fixe des objectifs. Alors, décembre 99, hein, on est quelques années après la chute du mur de Berlin, on est encore en train de se poser la question de l'OTAN, par l'OTAN, etc. Bon, l'Union européenne, les Européens à l'époque se disent, bon, mince, si l'OTAN nous laisse tomber ou si disparaît, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, le Conseil européen d'Helsinki, en 99, il fixe un objectif de création d'une force de réaction rapide. Une force de réaction rapide de 60 000 hommes qui pourrait être déployée en 60 jours, et ce, pendant une année complète. Et aussi la constitution de petits bataillons, groupements tactiques, hein, de 1500 hommes. Bon, c'est validé ça par le Conseil européen de Nice en décembre 2000, hein, chaque fois c'était en décembre, hein, et qui a créé donc à chaque fois un certain nombre d'organismes pour piloter tout ça, quoi, hein. Un conseil politique et de sécurité, hein, avec des représentants de chacune des nations, hein, un comité politique et de sécurité, c'est finalement c'est une grande salle d'opération, c'est des gens qui suivent un petit peu la situation internationale pour voir ce qui se passe dans le monde, où il y a des facteurs de risque, etc. Un comité militaire de l'Union européenne, hein, ça c'est les chefs d'état-major de chacune des armées. Et enfin, un état-major de l'Union européenne qui remplit les tâches de réaction rapide, c'est le commandement des opérations. Voilà. Alors le problème, c'est que, et naturellement, hein, et c'est encore le cas aujourd'hui, les nations, chaque nation n'a pas la même conception concernant son rôle au sein de cette défense européenne. Un Polonais
il ne voit pas la même chose comme menace ou comme risque, etc., qu'un Français ou qu'un Portugais, ou qu'un Suédois, ou qu'un Gallois, ou qu'un… les Ukrainiens, je pense qu'ils voient encore ça en Crimée, ils voient ça encore d'une manière tout à fait différente. Vous voyez, donc, chaque pays a son appréciation propre de sa menace, de ses risques, etc. Alors, il a été donc dans la foulée du comité européen d'Helsinki, décidé de créer la politique européenne de sécurité et défense, la PESD, et qui comporte trois dimensions, la gestion des crises militaires, la gestion des crises civiles, la prévention des contrôles. Alors, qu'est-ce qui a été fait finalement? Donc là, j'ai expliqué un petit peu rapidement l'historique. Qu'est-ce qui a été fait par l'Union européenne en matière de défense depuis 2000-2001. C'est réellement à partir de là que ça commence. L'Europe de la défense a assuré des missions de maintien de la paix. Maintien de la paix. Alors, au lieu d'être casque bleu, on était casque noir. Si je redis où j'en étais. Voilà, ok. L'Europe de la défense donc, a assuré des missions de maintien de la paix. En Macédoine, en 2003, au Congo, en 2003 aussi, en 2006, au Kosovo, je l'ai dit, j'y étais en 2008, et la lutte contre la piraterie sur les côtes somaliennes. Bon, voilà. Ça a relevé les forces de l'OTAN en Bosnie en 2004. Bon, voilà. Ça a aussi assumé des missions civiles. Je parlais des missions de la défense, mais c'est des missions civiles de surveillance d'élections, c'est important. En Géorgie, particulièrement en 2008. Eulex au Kosovo, je les ai vus arriver, les civils et les policiers de l'Union européenne, là, pour surveiller les élections, pour surveiller un petit peu tout ça. Bon, ok. Bon. Ce qu'on peut dire sur ce qu'a fait l'Union européenne en matière de défense depuis grosso modo 2001, c'est que sans réelle, comme je disais tout à l'heure, politique de défense commune, l'Union européenne exerce une présence symbolique sur différents continents, principalement en Afrique, en Asie, etc. Parce qu'il est difficile de s'accorder, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les Polonais ne sont pas du même avis que les Portugais, qui ne sont pas du même avis que les Grecs par rapport aux Turcs, etc. Chacun. En outre, il reste la question de compatibilité entre la mise en œuvre de la politique de l'Europe et les engagements de certains États auprès de l'OTAN. Un Polonais, aujourd'hui, il est crochetien sur l'OTAN. Jamais vous allez décrocher un Polonais de l'OTAN aujourd'hui. Jamais. Jamais. Vous pouvez lui dire, on va mettre… Non, ça ne l'intéresse pas, lui. Lui, l'ennemi, c'est le russe, et le fait que les Américains mettent du matériel sophistiqué, du personnel en nombre, etc., sur leur territoire, pour eux, voilà. Donc, ils ont le parapluie américain. Voilà. Vous demandez à un Espagnol, alors les Espagnols, non, parce qu'ils sont très otaniens convaincus aussi. Les Allemands, les Allemands, tout ça, c'est du convaincu. La problématique de la défense européenne, l'Europe de la défense, etc., c'est que les gens n'arriveront jamais à s'accorder. Macron, il peut faire des pieds et des mains, etc. Les gens veulent avoir la puissance 600 milliards de dollars annuels. 600 milliards de dollars. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Europe de la défense, pourtant, ça va être, vous savez que c'est Sarkozy qui prend la présidence de l'Union européenne au 1er janvier pour 6 mois. Ça, je pense que c'est… ok. Ça va être une de ses grandes priorités. Ça va être une de ses grandes priorités. Sarkozy, lui, il veut que l'Union européenne s'assoie à ses ordres. Il veut l'Union européenne à ses ordres. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'ils sont en train, les uns et les autres, sous la tutelle d'un certain nombre de grands penseurs dont on a les noms, les Soros, etc. Macron. Voilà, c'est un mec comme Macron, il veut être président des États-Unis d'Europe. Voilà, c'est son rêve, Voilà. Et c'est pas le rêve de tout le monde. Et je dis ça va être compliqué pour lui. Et tant mieux, tant mieux. Alors malheureusement, ce qui est dommage, c'est que
de dire nos bons amis anglais, qui hier, les Anglais, c'est une armée aussi puissante, c'était un gros budget, au sein de l'Union européenne, etc. Et pour la défense. Mais c'était surtout le principal otanien, avec les Allemands certes, mais avec les principaux otaniens. Bon, alors maintenant, comme ils ne sont plus là, il n'y a plus les Anglais pour mettre du vinaigre dans la soupe et pour dire on n'est plus d'accord. Alors bon, je disais tout à l'heure, il y a les Polonais, il y en a d'autres, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même. Bon, espérons que Macron n'arrivera pas à faire des choses pendant cette présidence de l'Union européenne qui soient en contradiction avec ce qu'on voudrait. Alors, sur l'Union européenne ou sur la défense, l'Europe de la défense, il y a forcément encore un grand nombre de questions. Hein. Avec les changements électoraux en Allemagne, hein, l'Europe va-t-elle avancer sur la voie de l'autonomie stratégique, hein, est-ce qu'il y aura une plus grande cohésion, une solidarité européenne dans la politique étrangère, militaire, industrielle, hein, l'Europe de l'Est qui est obsédée par la Russie menaçante menaçante, j'ai mis entre guillemets bien sûr, hein, de Poutine, et l'Europe de l'Ouest plus préoccupée par la lutte contre le terrorisme, peuvent-elles se rejoindre? Je ne crois pas. Hein. Pour les européistes, comme je le disais à l'instant, le départ des Anglais, qui fait suite au Brexit, ça permet de plus avoir d'opposants systématiques à la création d'une défense européenne étant pour autant, mais ça prive l'Europe d'un pays puissant militairement et très gros contributeur au budget de défense, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, détenteur de l'arme atomique sous tutelle US, etc. Mais les ventes de matériel US, le poids militaire des US dans le monde interdit pratiquement toute autonomie d'une défense européenne, qui est le rêve de Macron, comme je le disais. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans ce domaine? J'ai peur de tout avec Macron, hein, j'ai peur de tout avec ce gars-là, moi, qui est piloté par... à un moment donné, on évoquait, est-ce qu'on va donner notre siège de membre permanent avec droit de veto à l'UE? Est-ce qu'on va donner la possibilité à l'UE de l'engagement de l'armement nucléaire français? C'est des choses qu'on voit de temps en temps apparaître dans un certain nombre de médias. Avoir une armée européenne qui échapperait à notre décision, qui engage des soldats français contre notre volonté, c'est ça qu'on veut. Ou avoir... le prince de Ligne disait, on a toujours une armée sur son sol. Si ce n'est pas la sienne, c'est celle d'un autre. Je ne veux pas avoir d'Ukrainiens, de Tchèques, de Polonais sur le territoire français pour aller taper sur des gilets jaunes ou aller taper sur des soignants qui manifestent. Enfin, je reviens à une question qui avait été posée il y a quelques années dans un très bon livre, hein, qui s'intitulait « Pour qui meurt-on » Pour qui meurt-on? Un Français aujourd'hui, moi j'ai été fabriqué comme ça, un militaire français, il meurt pour la patrie, il meurt pour son pays, il meurt pour la France. Est-ce que un soldat polonais, alors j'ai rien contre les Polonais, hein, mais un Tchèque ou autre, il va mourir pour la France parce que quelqu'un, je ne suis pas sûr, hein, j'en suis pas sûr. Voilà, alors, bon, j'ai peut-être été très très long, hein, je suis un peu bavard, hein, mais je voudrais conclure sur quelques points, hein, pour dire qu'on a du pain sur la planche, quoi, hein. On a du pain sur la planche pour aboutir à maintenir notre puissance militaire, certainement, mais économique, hein, politique, sur le plan international, et qui déterminera notre capacité à être indépendant et souverainiste, qui est le cœur du sujet pour les patriotes, hein. Une partie de la réponse, forcément, consiste à reprendre les commandes en quittant l'euro, on l'a déjà dit, en quittant l'UE, en quittant la CEDH, en quittant l'OTAN, et sans pour autant diluer notre outil de défense dans une défense européenne qui sera illusoire, parce que de toute façon subordonnée à la puissance américaine. Elle doit conserver ou reprendre ses savoir-faire industriels en conservant la maîtrise.
reprendre les commandes en redevenant la France qui existe sur le plan international, avec une puissance économique, une puissance politique, une puissance militaire qui correspond à notre histoire. Alors qu'elle semble en perte de vitesse ces dernières années, la France a les moyens d'inverser la tendance et de s'affirmer comme une puissance toujours incontournable. Si elle ne peut rivaliser avec les États-Unis, la Russie, la Chine, elle jouit encore d'un certain prestige et peut jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Elle doit consolider et renforcer ses positions ultramarines, et particulièrement dans l'océan Indien. C'est à ce prix qu'elle pourra demeurer une nation qui pèse. Sinon, elle risque l'effacement et de se retrouver reléguée au second rang et perdre alors encore un peu plus de son indépendance. Je le dis et je le redis, le prochain quinquennat sera décisif, décisif. Je ne cacherai pas qu'une réélection de Macron serait une épouvantable catastrophe pour notre futur. Alors, si vous le permettez, notamment pour les référents, puisque j'avais compris au départ que ce petit briefing, il valait principalement pour les référents, mais je suis ravi d'avoir un peu plus de monde. Ce que je voudrais que vous reteniez quand vous devez avoir des échanges, sans rentrer dans des détails sur lesquels je suis appesanti, c'est de retenir 3 points. Fabriqué à l'école de guerre, c'est toujours un plan en 3 parties avec 3 points et 3 sous-points, etc. 3 points. Dites aux gens avec qui vous parlez. On a une armée française qui est encore puissante. Mais pour combien de temps? On doit sortir de l'OTAN et redéfinir nos alliances. 2e point. Et enfin, on doit refuser une Europe de la défense qui renierait toute indépendance à la France. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non seulement tu n'as pas été trop long, mais cet exposé a été absolument lumineux. Je pense que c'est le sentiment qui est à peu près largement partagé. Je m'autorise à te remercier au nom de l'ensemble des personnes présentes